Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité sociopolitique haïtienne. Bon. L'émission vous est parvenue 5 juillet, donc un jour après la date anniversaire de la fête de l'indépendance américaine, un 4 juillet 76, donc c'est la date que l'histoire retient comme étant la date de la Révolution américaine. Il est donc de bon ton, il est de coutume de souhaiter une bonne fête de l'indépendance aux Américains. Et puisqu'on cultive à cette émission l'élégance, puisqu'on cultive à cette émission de bonnes pratiques, eh bien, comment résister à l'envie de souhaiter une bonne fête de l'indépendance aux Américains, une bonne fête de l'indépendance au peuple américain. Ayant dit cela, je demeure haïtien. Je ne peux surtout pas passer sous silence les torts que l'État américain inflige à Haïti, et cela même bien avant notre indépendance. L'émission de ce matin sera plutôt une réaction à un article qui est apparu dans les colonnes de notre seul quotidien en Haïti et qui a pour titre les États-Unis, amis, enfin je paraphrase, amis omniprésents d'Haïti. Si l'on s'en tenait qu'à ce titre, mais on conclurait que les États-Unis sont un ami, ce qui est factuellement faux, et que l'omniprésence non sollicitée de l'État américain dans l'histoire politico, socio, économico-haïtienne, donc cette omniprésence non sollicitée, eh bien, on pourrait conclure qu'elle est Or, rien n'est si faux. Aussi
me proposais ce matin de reprendre rapidement l'histoire des rapports des Américains, l'histoire des rapports de l'État américain avec Haïti, et cela depuis l'époque coloniale. Et vous verrez, factuellement parlant, vous verrez que c'est Haïti qui représente une opportunité pour l'État américain. Vous savez, c'est Malcolm X qui dira avec raison que si on ne fait pas attention, les médias vous porteront à haïr ceux qui vous aiment et à aimer ceux qui vous détestent. Et je crois que cet article du Nouvelliste donne raison à Malcolm X en ce que cet article tente de nous présenter les États-Unis comme un ami omniprésent dans l'histoire d'Haïti. Au fait, c'est un ennemi qui est omniprésent dans notre histoire. Et je vous montrerai tout le long de cette émission que Haïti a toujours représenté, Haïti représente aujourd'hui encore une opportunité pour l'État américain. Si on reste en surface, on pourrait conclure que mais ce sont les États-Unis qui sont une opportunité pour Haïti. Non, pas du tout. Il faut le dire autrement. Les États-Unis constituent une terre d'opportunité pour les Haïtiens pris individuellement, pour des Haïtiens pris familialement, mais du point de vue national, du point de vue collectif, du point de vue d'un pays que l'on veut construire, ce sont les États-Unis qui exploitent Haïti et donc c'est Haïti qui représente une terre d'opportunité pour l'État américain. C'est ce que nous allons faire. Et puisque je suis historien de formation, eh bien, par réflexe, nous allons périodiser l'émission. Dans un premier temps, nous allons regarder la période précoloniale, comment les Américains, comment l'État américain s'est comporté avec Saint-Domingue, c'est-à-dire avec l'Haïti d'avant l'indépendance. Ensuite, nous allons regarder la période qui va de l'indépendance jusqu'à la Première Grande Guerre, mais techniquement jusqu'à l'occupation américaine de 1915. Et nous verrons que même à l'intérieur de cette période, eh bien, il fallait peut-être, ou il faudra sous-périodiser, car il y a des moments si marquants qu'on pourrait en faire, n'est-ce pas, des périodes différentes. Ensuite, on ira de l'occupation américaine, de la fin de l'occupation américaine jusqu'à l'élection du premier Aristide, n'est-ce pas, 1945-1990, et de 2004, c'est-à-dire du dernier coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide à nos jours, nous verrons, n'est-ce pas, comment les tactiques de l'État américain changent. Mais notons, en apparence, on a l'impression que le modus operandi change, mais la tactique de prédilection de l'État américain pour maintenir Haïti comme une terre d'opportunité pour l'État américain, c'est la déstabilisation. Et vous allez voir que pendant la période coloniale, donc la période pré-indépendance, mais la méthode était la même, déstabiliser, diviser pour mieux régner, faire de cette colonie une terre d'opportunité pour le commerce des produits, le commerce des armes, etc. Et après l'indépendance, ça n'a jamais changé. Donc, plutôt que de parler des États-Unis comme un pays ami, il faut dire la vérité aux lecteurs, il faut dire la vérité aux Haïtiens. Les États-Unis sont le pays le plus malveillant pour Haïti. Ce disant, je suis conscient qu'il y a des Haïtiens qui tirent leur épingle du jeu aux États-Unis. Je suis conscient que désormais Haïti peut compter sur une diaspora économiquement forte aux États-Unis. Mais je devrais dire pourrait compter parce que nous sommes forts individuellement, nous sommes forts professionnellement, mais nous ne constituons pas encore cette masse critique qui pourrait faire changer la politique
américaine vis-à-vis d'Haïti et transformer désormais les États-Unis comme une terre d'opportunité pour Haïti. Mais en attendant que cela ne change, c'est Haïti qui est une terre d'opportunité pour les États-Unis et les États-Unis sont loin. Les États-Unis ne sont pas un pays ami, c'est sûrement le pays le plus malveillant pour Haïti. Eh bien, la table est mise, vous me connaissez pour me suivre déjà depuis plus de 6 ans, vous me connaissez à cette émission. Nous allons nous dire les vraies affaires. Les États-Unis sont le pays le plus malveillant d'Haïti et le titre de l'émission, c'est 4 juillet, jour d'indépendance, trait d'union, malédiction pour Haïti. Vous connaissez le rituel, offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore... Stay with us. We'll be right back. Mes chers amis, savez-vous réellement ce qu'est l'archivistique? Dans un monde où on crée toujours plus d'informations, les archivistes sont appelés à la ligne de front pour aller aider les organismes, les entreprises et les particuliers à gérer cette information. La Voix de l'archiviste est un podcast québécois entièrement dédié à cette profession. Venez découvrir le métier le plus passionnant du monde, celui du gardien de la mémoire. Nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Avant la pause, on s'était promis de projeter la lumière sur la nature véritable de l'histoire des rapports de l'État américain avec Haïti. C'est une histoire, on le verra, qui est marquée au coin de la malveillance. En sorte que, si les mots ont encore un sens, si on n'est pas dans un monde alternatif, il faut dire la vérité au peuple haïtien et arrêter de présenter les États-Unis comme un pays ami d'Haïti. Jamais, jamais dans l'histoire de ce peuple, et c'est quand même 200 ans d'histoire en ce qui nous concerne, n'a-t-on un exemple d'amitié des États-Unis vis-à-vis d'Haïti. C'est toujours une histoire marquée au coin de la malveillance, c'est toujours une histoire marquée au coin de calculs mesquins, c'est une histoire marquée au coin du racisme. Et il ne faut pas croire que ça a changé parce que nous sommes au 21e siècle, pas du tout. En sorte que, s'il est un temps où il faut dire la vérité au peuple haïtien, c'est bien aujourd'hui, en ce jour où les Américains célèbrent leur indépendance, il faut dire la vérité. L'indépendance des États-Unis, c'est pour Haïti un jour d'indépendance malédiction, d'où le titre de l'émission. Alors, pour regarder cette longue histoire de plus de 200 ans, nous n'avons pas le choix que de périodiser. Donc, on va y aller dans un premier temps avec l'époque précoloniale. Bon. Quand Haïti était une colonie, les États-Unis l'étaient aussi. Et donc, les relations entre ces colonies étaient définies par la métropole anglaise, Londres, en ce qui concerne les États-Unis, ce qui allait devenir des États-Unis d'Amérique, qui étaient au fait les colonies anglaises de l'Amérique du Nord, et Paris, pour ce qui allait devenir Haïti, mais qui, avant l'indépendance, était Saint-Domingue.
Au fait, jusque-là, les relations entre ces deux colonies étaient dictées par les relations entre les deux métropoles, c'est-à-dire Londres et Paris. Et on sait que entre l'Angleterre et la France, ça n'a jamais été une relation plate, ça n'a jamais été une relation, n'est-ce pas, amicale, ça a toujours été une relation tumultueuse. La France et l'Angleterre ont toujours été en guerre. Parfois, c'est la France qui gagne. D'autres fois, c'est l'Angleterre qui gagne. Et bien, quand c'est la France qui gagne, les règles changent dans les colonies anglaises. Quand c'est l'Angleterre qui gagne, mais les règles changent dans les colonies françaises. Et c'est ainsi donc que, pendant la période pré-indépendance des États-Unis et pré-indépendance d'Haïti, on va retrouver une relation qui est marquée au coin du commerce. Il va y avoir quelques échanges commerciaux, quelques rares échanges, parfois, n'est-ce pas, illégaux, parce que c'était de la contrebande entre ces colonies anglaises qui allaient devenir les États-Unis et la colonie française, Saint-Domingue, qui allait devenir Haïti. Bon. On le sait, à la faveur du Tea Party, les commerçants américains ont voulu acheter leur thé là où ils le voulaient bien. Ils voulaient acheter leur thé et surtout le vendre, n'est-ce pas, là où ils pouvaient faire du profit, tandis que le roi George s'opposait à cela. Et donc, les colonies anglaises d'Amérique ont décidé de se soulever contre leur propre roi et de faire la guerre de l'indépendance qui allait se solder, n'est-ce pas, en 1776 par la proclamation de l'indépendance américaine. Ainsi donc allait naître ce pays qui allait devenir les États-Unis d'Amérique. Nous sommes donc en 1776. Notez qu'en 1776, Haïti est encore une colonie française. Et donc, les rapports entre ce qui allait devenir ce pays indépendant, les États-Unis d'Amérique, et Saint-Domingue qui est une colonie, ces rapports-là sont définis par ce nouveau pays que sont les États-Unis et par Paris qui gardait la main haute sur la colonie. Eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve comme trait caractéristique de ces relations? Mais c'est le commerce. Très rapidement, les États-Unis d'Amérique vont identifier, et notez bien le mot, vont identifier la colonie de Saint-Domingue comme une terre d'opportunité pour y vendre des produits, pour y vendre des armes, et ils vont faire du gouverneur Toussaint Louverture un allié commercial. Un allié commercial, pas parce qu'ils étaient inconscients de la couleur de peau de Toussaint Louverture, pas parce qu'ils étaient inconscients du danger ou de la menace de mauvais exemples que pourrait représenter une colonie qui a à sa tête un noir comme gouverneur. Mais l'empereur Jean-Jacques Dessalines nous le dira, pour un blanc, le commerce passe avant tout. L'empereur Jean-Jacques Dessalines disait, et j'aime à le répéter, si vous mettez sur une balance d'une part la tête d'un blanc et d'autre part, vous y mettez un sac de café, le blanc ne verra même pas la tête de sa mère, eh bien, il va voir le sac de café et surtout, il va considérer l'avantage qu'il peut tirer du prix commercial de ce sac de café. Et donc, pendant la période précoloniale, la période coloniale, la période pré-indépendance pour Haïti, les Américains vont voir en Haïti, n'est-ce pas, une terre d'opportunité. Très peu d'entre nous le savent, mais je vous l'apprends. Vous savez que dans cette fameuse guerre du Sud qui opposait le gouverneur Toussaint Louverture au général Rigaud, qui était techniquement une guerre coloriste, car dans le camp de Toussaint Louverture, on retrouvait majoritairement les nouveaux libres, donc ceux qui ont la peau foncée comme moi, tandis que dans le camp de Rigaud, on retrouvait, pas exclusivement, mais majoritairement les anciens libres, ce qu'on appelle les jaunes, les mulâtres, etc. Et tandis que la France
soutenait Rigaud, tandis que l'Espagne soutenait Rigaud contre Toussaint Louverture, eh bien, les États-Unis d'Amérique ont choisi de soutenir le gouverneur Toussaint Louverture parce qu'ils voyaient en ce nègre-là quelqu'un avec qui on pouvait faire commerce. Pas parce qu'on croyait en l'indépendance haïtienne, pas parce qu'on croyait, n'est-ce pas, en la vertu de la lutte pour, si vous voulez, l'égalité entre les anciens et les nouveaux libres. Les Américains se foutent de ces idéaux-là. Ce qui les intéressait, c'était de faire du commerce. Et puisqu'ils avaient une certaine habitude ils avaient, n'est-ce pas, des traités avec Toussaint Louverture, il disait qu'il était dans notre intérêt, étant donné les opportunités commerciales qu'on peut en tirer, il était dans notre intérêt de soutenir Toussaint Louverture contre Rigaud. Et la plupart d'entre nous ne le savent pas, mais dans cette guerre du Sud, les Américains iront jusqu'à bombarder des zones stratégiquement importantes pour Rigaud, en sorte que le général Toussaint Louverture, le gouverneur Toussaint Louverture, doit en partie sa victoire contre les troupes de Rigaud. Oui, il doit donc cette victoire en partie grâce au soutien des Américains. Mais ne nous méprenons pas. Les Américains soutenaient Toussaint Louverture, encore une fois, pour des raisons commerciales. Et ça, c'est un trait fondamental dans l'ADN collectif des Américains. Si vous voulez saisir, si vous voulez comprendre l'âme américaine, suivez donc le commerce. Ils ont fait la révolution pour pouvoir faire du commerce avec qui ils voulaient. Et si vous suivez toute l'histoire américaine, leur politique d'entrer ou de ne pas entrer en guerre, leur politique de s'isoler ou alors de se mêler aux autres s'explique uniquement par la loi du commerce. Et même Donald Trump, n'est-ce pas, peut être compris grâce à cet élément fondamental, que dis-je, grâce à cet élément fondateur de l'ADN, n'est-ce pas, collectif des Américains, le commerce. Puisqu'ils avaient des traités avec le gouverneur Toussaint Louverture, traités au terme desquels ils pouvaient lui vendre, n'est-ce pas, des produits, et nous, on pouvait leur vendre aux Américains notre mélasse, on pouvait leur vendre notre café, on pouvait leur vendre notre sucre, ce qui était interdit jusque-là par le colbertisme, n'est-ce pas, les colonies pour les métropoles, pour la métropole ici, eh bien, ils ont dit soutenons Toussaint Louverture car Saint-Domingue de Toussaint Louverture représente une opportunité pour nous. Nous connaissons l'histoire. Bonaparte va dépêcher en Haïti la plus grande campagne militaire. Le gouverneur Toussaint Louverture sera garrotté et expatrié, n'est-ce pas, en France. Le reste appartient à l'histoire, etc. Et là, le général Jean-Jacques Dessalines va occuper les devants de la scène. Mais ce qu'on ne sait pas, et que je dois vous dire, c'est que le général Jean-Jacques Dessalines, pendant toute sa campagne militaire contre les armées de Napoléon, c'est-à-dire les armées de Rochambeau, et cela jusqu'à notre indépendance, était en correspondance avec les Américains. Il faut peut-être revenir à l'époque de Toussaint Louverture. Vous savez, Haïti était à ce point une terre d'opportunité pour les États-Unis que le Congrès américain, malgré le fait qu'on trouvait dangereux de faire commerce avec une colonie qui était en rébellion, une colonie d'esclaves qui était en rébellion, parce que les États-Unis étaient alors, n'est-ce pas, un pays esclavagiste, et cela jusqu'à la fin de la guerre de sécession en 1865 de mémoire, eh bien ils ont dit, nous allons voter, écoutez bien le nom, une loi Toussaint Louverture, loi qui va nous permettre de passer outre à l'interdit de faire commerce avec une colonie en rébellion. Nous allons voter une loi, une clause Toussaint Louverture, clause grâce à laquelle nous allons pouvoir faire commerce avec la colonie de Saint-Domingue sous Toussaint Louverture. Et donc, lorsque Toussaint Louverture a été arrêté, déporté, n'est-ce pas, en France, mais la tactique sous
le commandement du général Jean-Jacques Dessalines va rester la même. On va officiellement interdire le commerce avec cette colonie d'esclaves en rébellion, mais nous allons vendre des armes, nous allons, n'est-ce pas, vendre des produits à Saint-Domingue, même sous le général Jean-Jacques Dessalines, et en retour, Saint-Domingue va nous acheter aussi des produits. Donc notez, malgré cette interdiction formelle de ne pas faire commerce avec une colonie en rébellion, les Américains, les commerçants, ceux qui étaient spécialistes dans le commerce maritime, ils continuaient à vendre des armes à Saint-Domingue révolutionnaire. Ils continuaient à vendre des produits, n'est-ce pas, à Saint-Domingue, et nous, en retour, on leur vendait aussi nos produits. On parle ici du café, on parle ici du sucre, on parle ici, n'est-ce pas, de notre fameuse mélasse. Et cela va durer jusqu'à la proclamation de notre indépendance en 1804. Donc, première période que nous venons de considérer, c'est la période coloniale. La période coloniale pour les États-Unis, qui n'étaient pas encore un pays, la période coloniale pour Saint-Domingue avant son indépendance, mais vous voyez que les États-Unis, donc les colons anglais, et plus tard les colons américains, ont vu en Saint-Domingue, ont vu en Haïti une terre d'opportunité. Et là encore, il faut corriger un malentendu. Malgré le fait que Saint-Domingue est une colonie d'esclaves qui s'est révoltée pour conquérir son indépendance contre les maîtres français, oui, on était conscient du mauvais exemple que cela pouvait inspirer aux esclaves noirs américains, mais le mot qui l'emportait sur tous, ce n'était pas la menace. Et en ceci, malgré le respect que je dois au célèbre historien noir américain Rayford Logan, il faut dire que les États-Unis n'ont jamais considéré Haïti comme une menace. Foutaise que tout cela. Menace au sens formel du terme, oui, c'est une colonie d'esclaves qui se révolte contre un pays de blancs. Et nous aussi, nous avons quelque chose comme 3 millions d'esclaves sur notre territoire. Nous devons faire attention à ce que ce mauvais exemple de révolte réussie d'esclaves à Saint-Domingue n'embrase, n'est-ce pas, nos plantations de coton, n'embrase nos plantations, n'est-ce pas, d'esclaves, mais ce qui l'a emporté sur la menace, c'était l'opportunité. Haïti a toujours été et est encore une terre d'opportunité pour les États-Unis. Donc nous venons de voir la période coloniale, arrêtons-nous ici, et nous allons voir comment, même après notre indépendance en 1804, le Congrès américain, les politiciens américains, les hommes d'affaires américains ont continué de percevoir Haïti comme une terre d'opportunité, mais là, ils vont introduire leur tactique, n'est-ce pas, qui caractérise leur politique vis-à-vis d'Haïti. Ils vont introduire dans leur rapport avec Haïti la tactique de la déstabilisation. À tout à l'heure, les amis. Nous l'avons vu avant la pause, que les Américains passaient des lois pour interdire formellement le commerce avec Saint-Domingue. Saint-Domingue qui est une colonie à la tête de laquelle régnait à titre de gouverneur général à vie un noir, un certain Toussaint Louverture. Mais dans les faits, il y avait une clause Toussaint Louverture qui permettait de faire commerce avec Saint-Domingue, malgré le fait que c'était une colonie en rébellion.
dans les faits, les commerçants américains, les hommes d'affaires américains ont soutenu Toussaint Louverture, donc le général Toussaint Louverture contre Rigaud. Donc, les Américains étaient présents déjà dans les affaires domingoises, dans les affaires haïtiennes, comme nous allons commencer à le voir. Bon. Lorsque le gouverneur Toussaint a été arrêté, déporté, n'est-ce pas, en France, et que le général Jean-Jacques Dessalines a occupé le devant de la scène, mais la politique américaine consistait à soutenir la révolte, n'est-ce pas, des esclaves contre les Français. Pour quelle raison? Parce qu'ils se disent, si cette colonie devient indépendante, ce sera pour nous une opportunité de l'annexer une fois pour toutes. Et ce que vous ne savez pas et que je vous apprends aujourd'hui, 2 ans après l'indépendance haïtienne, donc en 1806, les Américains voulaient annexer Haïti. Je reprends. 2 ans après notre indépendance, les Américains voulaient annexer Haïti. Et pour prouver leur intention de le faire, ils vont de temps en temps s'introduire dans nos eaux territoriales souveraines. Ils vont provoquer des escarmouches, n'est-ce pas, avec nos armées haïtiennes. Mais l'intention véritable était d'annexer Haïti, pas parce que Haïti était une menace, ça c'est de la foutaise, parce que Haïti était pour eux une opportunité. Avant l'indépendance, Haïti était une opportunité en ce que Haïti leur permettait de vendre des armes, Haïti leur permettait de couler leurs marchandises, donc leurs produits, et en contrepartie, Haïti leur vendait du sucre, Haïti leur vendait du café, ce qui était jusque-là exclusivement, n'est-ce pas, destiné à la France. Mais une fois Haïti devenue indépendante, mais ils disent, écoutez, c'est une belle opportunité pour nous d'annexer ce territoire. Et quand vous regardez la carte américaine aujourd'hui, si vous ne connaissez pas l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'annexion des territoires par les Américains, vous risquez de penser que, tiens, ça c'était improbable, mais non. Posez la question aux premiers habitants du Texas. Posez la question, n'est-ce pas, aux premiers habitants de ce qui allait être, n'est-ce pas, le Nouveau-Mexique. Posez même la question aux premiers habitants de la Floride. Mais c'est des États qui ont été tout simplement annexés par l'État américain, qui ne faisait pas partie initialement de ces colonies-là. Mais avec le temps, les Américains ont commencé par y envoyer, n'est-ce pas, quelques Américains. Et quelques années plus tard, l'État américain dit, écoutez, exactement ce que fait Poutine aujourd'hui en Ukraine, ma population, ou bien les ressortissants américains qui vivent sur ces territoires-là sont en danger, n'est-ce pas? Ces ressortissants-là sont en danger, et pour les protéger, nous devons tout simplement annexer ces territoires. C'était ça aussi le plan. C'était ça aussi le plan pour Haïti. Annexer le territoire haïtien et agrandir par le fait même le territoire américain. Pour y arriver, les Américains vont procéder par, notez bien le mot, la tactique de la déstabilisation. Et c'est cette tactique-là qui traverse les 2 bouts de l'histoire des rapports des États-Unis avec Haïti, la déstabilisation, diviser pour régner. Avant l'indépendance, avant notre indépendance, on soutenait Toussaint Louverture contre Rigaud parce qu'on voyait bien que la France et l'Espagne soutenaient Rigaud. Donc, on va soutenir Toussaint Louverture parce qu'on a une certaine pratique commerciale avec lui. Après l'indépendance, donc 2 ans après notre indépendance, les États-Unis voulaient nous annexer, mais je vous ai déjà dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, savez-vous que dès les premiers mois qui ont suivi notre indépendance, un journal de Philadelphie, je reprends, un journal de Philadelphie, c'est l'endroit où vivaient beaucoup de Français expatriés, beaucoup d'ex-colons français qui étaient mécontents
Cela va sans dire de l'indépendance haïtienne, qui était mécontent du fait que c'est une colonie qui est gérée désormais par les nègres. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils sont allés donc prendre refuge à Philadelphie, et c'est à Philadelphie qu'on a annoncé pour la première fois que l'empereur Jean-Jacques Dessalines allait être assassiné. Quand un journal vous dit, dans les prochains mois, le premier chef d'État du premier État noir indépendant allait être assassiné, et que quelques mois plus tard, effectivement, ce chef d'État est assassiné, à moins que vous soyez fou, la seule chose à conclure, la seule conclusion à tirer, la seule hypothèse qui tienne et qui passe le test justement de la validité, c'est que l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines est la résultante d'un complot franco-haïtiano-américain. Franco-américain parce que les Français avaient intérêt dans la déstabilisation et dans l'assassinat de cet empereur qu'ils considéraient, n'est-ce pas, comme un boucher. Ils avaient intérêt à ce qu'on ait à la tête de ce pays, n'est-ce pas, quelqu'un de plus mou, quelqu'un dont le patriotisme est dilué, pour ne pas dire inexistant, la personne de Boyer. Mais les États-Unis avaient intérêt dans l'assassinat aussi de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, parce que sur le territoire américain vivaient beaucoup d'expatriés français, mais parce que la tactique qui va être désormais le modus operandi des Américains vis-à-vis d'Haïti, ça va être la déstabilisation. Et de fait, après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, préannoncé par un journal américain à Philadelphie, le pays va être scindé jusqu'en 4. Ah oui, on ne le dit pas souvent. Vous allez avoir, n'est-ce pas, au nord, on va dire, enfin, le pays va être scindé jusqu'en 3. Même en 4, devrait-on dire. Vous allez avoir, oui, je maintiens le chiffre 4, vous allez avoir dans le nord Christophe, vous allez avoir dans un certain sud, n'est-ce pas, Rigaud, qui entre-temps est revenu et qui avait une certaine mainmise dans le sud. Vous allez avoir dans l'ouest Pétion, mais dans la région de la Grand'Anse, vous allez avoir Gaumont. Ça faisait l'affaire de qui? Non, ça ne faisait pas l'affaire du nouvel État. Ça ne faisait sûrement pas l'affaire du premier empereur, Jean-Jacques Dessalines, qui menait les affaires du pays d'une main de fer, mais d'une main de maître quand même, parce que c'est un militaire aguerri. Mais l'empereur Jean-Jacques Dessalines, une fois assassiné, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, n'est-ce pas, un pays scindé en plusieurs petits morceaux, le nord, le sud, la Grand'Anse, l'ouest. Et quand, à la faveur de la mort du roi Christophe, à la faveur de la mort de Pétion, le pays a été réunifié sous Boyer, quelle a été l'une des premières grandes décisions de Boyer en matière de politique étrangère, c'est de se laisser rançonner par la France pour dédommager les colons, pour leurs pertes, les dédommager de leurs pertes, alors que nous, dont les ancêtres ont été kidnappés, réduits en esclavage pendant, n'est-ce pas, plusieurs siècles, nous n'avons rien eu. Et c'est cela que l'empereur Jean-Jacques Dessalines avait anticipé lorsqu'il s'est écrié dans cette affaire de vol, n'est-ce pas, de terre, et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique, n'auraient-ils donc rien? Et donc, pendant cette période de l'indépendance qui va de 1804 jusqu'à la première grande guerre, n'est-ce pas, donc jusqu'à l'occupation américaine de 1915, la tactique des Américains va être, n'est-ce pas, de déstabiliser Haïti. Vous avez tel gouvernement qui est armé en partie par les Américains. Les Américains n'ont jamais arrêté de nous vendre des armes, soit officiellement ou officieusement par la contrebande, mais vous allez avoir tel groupe d'opposants, tel groupe de révolutionnaires qui, eux aussi, sont armés par les Américains, en sorte que vous soyez dans le gouvernement ou que vous soyez dans l'opposition, vous êtes tous les deux armés par les Américains, et ce pays va danser ce tango jusqu'à la première occupation américaine de 1915. Du point de vue géopolitique, nous sommes en 1915, c'est-à-dire
un an seulement après l'éclatement de la première grande guerre européenne, qu'on appelle improprement la Première Guerre mondiale. En ce moment, le haut commerce d'Haïti se trouve aux mains des Allemands. Ah oui. Victor Hugo a eu cette pensée prophétique lorsqu'il a écrit qu'Haïti, c'est une terre de convoitise pour tous les continents, Terre de convoitise pour l'Afrique, puisque les occupants majoritaires de cette terre, sont originaires d'Afrique. Les Européens sont allés nous kidnapper en Afrique pour nous réduire, n'est-ce pas, en main-d'œuvre taillable et corvéable à merci. Mais Haïti, c'est aussi l'objet de convoitise de toutes les grandes puissances européennes. Qu'on parle de la Hollande, qu'on parle de l'Espagne, qu'on parle des Anglais, qu'on parle, n'est-ce pas, ici des Allemands. En sorte que, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire jusqu'à l'occupation américaine de 1915, le haut commerce se trouve aux mains des Allemands. Nos constitutions successives ont interdit aux étrangers d'être propriétaires, mais qu'à cela ne tienne, les Allemands épousaient les plus belles femmes haïtiennes de manière à acquérir des territoires, à acquérir des terres, à élargir leur patrimoine au nom de leurs femmes qui, elles, sont haïtiennes. Autrement aussi, n'est-ce pas, les Allemands continuaient à nourrir les divisions entre le gouvernement et les révolutionnaires. Et quand le gouvernement punissait tel commerçant allemand qui était trop présent dans nos affaires politiques, mais les Allemands débarquaient et réclamaient une rançon et réclamaient un dédommagement, non sans nous humilier au passage. Et donc les Américains disent, le plan d'annexion que nous avions depuis 1806, c'est le temps de le mettre à exécution, puisque les Allemands sont si présents, n'est-ce pas, en Haïti, par le commerce, par les finances, que si nous ne profitons pas d'annexer Haïti, donc de l'occuper pendant longtemps, ce sont les Allemands qui vont le faire à notre place. Et donc les Américains, à la faveur de cette tactique de déstabilisation, je veux pour preuve ceci, encore une fois un fait de l'histoire. Les Américains vont arriver en Haïti en juillet 1915, mais dès le mois de décembre 1914, ils envoient leurs Yankees, ils envoient leurs soldats, leurs Marines, qui jettent l'ancre dans nos eaux territoriales souveraines. Ils débarquent dans notre banque centrale, ils prennent nos lingots d'or. Les Américains, encore une fois, n'ont jamais cessé d'utiliser la déstabilisation en ce qui a trait à Haïti. La preuve, c'est que quelques heures après l'assassinat du président Sam, les Marines américains étaient déjà présents sur le territoire américain, occupant Haïti ainsi pour 19 ans. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? De 1804, date de notre indépendance, jusqu'en 1915, date de l'occupation effective des Américains du territoire haïtien, Haïti a toujours été une terre d'opportunité. On va faire du commerce, on va armer et ceux qui sont au pouvoir et ceux qui fomentent des révolutions jusqu'à l'aboutissement de 1915 où on occupe véritablement Haïti physiquement. Pourquoi? Parce que Haïti, c'est cette terre d'opportunité qu'il nous faut annexer. Et ils vont donc nous annexer, c'est-à-dire nous occuper pendant 19 ans de fait. La Constitution américaine, la Constitution haïtienne durant l'occupation américaine va être écrite à la Maison-Blanche par celui qui était ministre de la Marine et qui allait devenir, n'est-ce pas, président des Américains, le président Roosevelt. 1915 donc. Et donc, cette Constitution haïtienne, mais écrite par les Américains,
va receler un article digne de mention. Désormais, il sera permis aux étrangers, c'est une première dans l'histoire d'Haïti, de posséder des terres en Haïti. Et ben, Haïti va être cette opportunité pour les Américains d'acheter plein de terres. Et les réserves territoriales haïtiennes, notre réserve de pétrole, nos territoires vont servir de quoi? De réserve stratégique pour les Américains dans leur effort de guerre dans la Première Guerre mondiale. Alors, les États-Unis ne sont toujours pas ce pays ami. Les États-Unis ne sont toujours pas ce pays qui représente pour Haïti un ami. Non, loin de là. C'est plutôt Haïti qui est une terre d'opportunité pour l'État américain. Et pour s'assurer d'avoir le plein contrôle de ce territoire, eh bien, leur tactique de prédilection qui n'a jamais changé, c'est diviser pour régner, la déstabilisation. On arme et le gouvernement officiellement et on arme l'opposition officieusement. On a tel président qui est armé par les États-Unis, mais on a tel chef de l'opposition qui, lui, a le soutien américain. Et cela va rester ainsi jusqu'à l'occupation physique d'Haïti, donc jusqu'à l'annexion, n'ayons pas peur, n'est-ce pas, des mots, d'Haïti pendant 19 ans par les Américains. Nous allons être un pays vassalisé, et le prétexte, c'est quoi? C'est que Haïti est une nuisance publique foutaise. Cette déstabilisation du pays, cette déstabilisation de la politique haïtienne est travaillée au corps par les Américains. Ils voulaient ainsi affaiblir ce pays pour mieux l'occuper, pour mieux l'annexer. Et donc ceci va durer jusqu'en 1934, c'est-à-dire date à laquelle les Américains vont physiquement laisser Haïti, mais pour ne jamais le laisser véritablement. On s'arrête ici, on revient après avec une autre période. À tout à l'heure. Avant la pause, on s'était promis encore une fois de continuer à démontrer comment les États-Unis sont pour Haïti une malédiction et que la fête de l'indépendance américaine est une fête de malédiction. Je suis conscient de l'oxymore ici. Parce que les États-Unis n'ont jamais été et ne sont toujours pas un pays ami d'Haïti. C'est un pays malveillant. Oui, vous allez me dire, ouais, mais vous savez, il n'y a pas de pays amis, les pays n'ont que des intérêts. Je veux bien. Mais si vous comparez l'histoire des États-Unis, exemple, l'histoire des rapports politiques des Américains avec la République dominicaine, c'est pas une histoire qui est marquée au coin de la malveillance. Les Américains ont occupé tous les pays de ce qu'on appelait autrefois les Amériques latines. Entre autres, les États-Unis ont occupé 2 fois plutôt qu'une la République dominicaine. Mais si vous comparez, à titre d'exemple, n'est-ce pas, les investissements de l'État américain, République dominicaine, aux investissements, aux maigres investissements des hommes d'affaires américains en Haïti, il faut multiplier ça par 10. C'est-à-dire, les Américains, les hommes d'affaires, ont investi jusqu'à 10 fois plus en République dominicaine qu'ils ont occupé comme nous qu'en Haïti. Alors, ceci n'est pas le fruit du hasard, c'est que l'occupation qu'ils nous ont imposée, leur omniprésence pour rappeler, n'est-ce pas, cet article, très, très tronqué au niveau de la vérité historique, que nous a servi le nouvelliste, n'est-ce pas, ces derniers jours. Mais si vous comparez cette omniprésence américaine en République dominicaine à cette omniprésence non sollicitée des États-Unis en Haïti, mais
chez nous, c'est une omniprésence malveillante, tandis que en République dominicaine, c'est une omniprésence qui a fini par rapporter. Les hommes d'affaires américains vont investir, n'est-ce pas, dans la cabane à sucre, dans le commerce du sucre, ce qui va aider l'économie dominicaine, mais devinez qui travaille la canne à sucre en République dominicaine à la demande des Américains, mais ce sont des Haïtiens. J'aime à dire et j'aime à rappeler que les premiers qui ont forcé les Haïtiens à aller couper de la canne en République dominicaine, cela bien avant Paul Eugène Magloire, bien avant les Duvalier, mais c'était les Américains. Les premiers qui ont forcé les Haïtiens à aller couper de la canne à Cuba, mais c'était les Américains. Et j'aime à rappeler que c'est inscrit en lettres de sang dans les rapports du département d'État sur Haïti pendant l'occupation américaine. Il faut faire de la population d'Haïti une main-d'œuvre vile et servile pour tous les pays de la région. Et vous notez que depuis ce temps, ça n'a pas changé. Pendant l'occupation, les Américains ont forcé nos familles à aller couper de la canne à sucre en République dominicaine, pas pour les Dominicains, pour les Américains, car ce sont les hommes d'affaires américains qui avaient les compagnies de sucre en République dominicaine. Ils nous ont forcés à aller couper de la canne à sucre à Cuba, pas pour les Cubains, parce que l'industrie du sucre était aussi aux mains des Américains à Cuba. Et lorsqu'il y a eu cette fameuse crise du sucre en 1928 et qu'il n'y avait plus de travail pour les Haïtiens, plutôt que de les laisser rentrer tous en Haïti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont forcés à aller vivre ailleurs, dans les Caraïbes. Et c'est à partir de cette date-là qu'on va retrouver des Haïtiens en Guadeloupe, qu'on va retrouver des Haïtiens en Martinique, qu'on va retrouver des Haïtiens à Curaçao, etc. Pourquoi? Parce que les Américains disent Haïti est trop belle pour les Haïtiens, il faut déstabiliser ce pays de manière à ce que sa population reste une population vile et servile pour tous les autres pays, sauf pour son propre territoire. Il faut dire la vérité aux gens. Mais ça, c'est pas le comportement d'un ami. Ça, c'est pas le comportement d'un pays bienveillant. Le rapport des États-Unis avec Haïti continue d'être marqué au coin du racisme et de la haine. De la haine primaire pour une population majoritairement noire. On veut faire d'Haïti un contre-exemple d'un pays noir qui ne marche pas. Et comment on y arrive? En déstabilisant ce territoire. Comment on y arrive? En faisant main basse sur les ressources de ce pays. Comment on y arrive? En contrôlant les forces de répression de ce pays. Les Américains, pendant l'occupation américaine, vont nous donner, d'abord, ils vont dissoudre nos armées. Ils vont nous donner la garde d'Haïti, des officiers formés par les Américains. Et si vous regardez les cohortes formées par les Américains, c'était tous des gens à teint clair. Les officiers étaient des gens à teint clair. Les hommes des rangs étaient des gens à peau foncée. Pourquoi? Parce que le président Delano Roosevelt, président américain, l'a clairement dit, si l'on veut continuer à dominer cette population, il faut diviser les gens de la ville contre les gens des campagnes, il faut diviser les gens à teint clair contre les gens à peau foncée, il faut diviser les gens qui vont à l'école contre les gens qui ne vont pas à l'école, il faut diviser les gens de ville contre les gens des provinces. Ne voyez-vous pas que jusqu'à présent, l'État américain, le département d'État américain fait affaire surtout avec l'oligarchie? Vous l'avez vu? Lorsque le CPT a voulu, n'est-ce pas, à la dernière minute, remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre qu'à Didier Alix-Fils-Aimé, pour qui le chargé d'affaires américain a-t-il pris position? Mais c'est pour Alix Didier Fils-Aimé. Et savez-vous, sous la dictée de qui? Mais sous la dictée de Beauchamp, j'en sais quelque chose.
Les oligarques, qui sont les préférés de l'État américain, des gens, n'est-ce pas, pour la plupart à teint clair, ceux qui reflètent la politique de Roosevelt. Il faut continuer à diviser les gens à teint clair contre les gens à peau foncée, mais c'est avec eux que le chargé d'affaires américain, l'imbécile Wooster, le non moins malveillant Wooster s'est entendu avec les oligarques pour maintenir envers et contre tous Alix Didier Fils-Aimé. Alors, ne me parlez pas d'un pays ami, c'est un pays malveillant dont la tactique est la déstabilisation de ce pays. Les Américains n'ont jamais changé de tactique. C'est pas pour rien que je vous dis, si vous voulez comprendre le rapport des États-Unis avec Haïti, retenez le mot opportunité. Bien sûr, nous sommes une terre d'opportunité pour eux. Retenez le mot déstabilisation. Alors, les amis, quand un barbecue vous dit qu'il parle tous les jours à des gens de la CIA, qu'il parle tous les jours à des gens du FBI, quand l'ambassadeur américain lui-même vous a dit qu'il a de bons contacts avec les chefs de gang en Haïti, des chefs de gang qui sont pourtant recherchés par la justice haïtienne, qui sont recherchés par la justice américaine. Quand on sait que ces chefs de gang-là ne sont jamais privés d'armes, ils ne sont jamais privés de munitions. Un pays qui n'en fabrique pas. D'où viennent les armes? Des États-Unis. D'où viennent les munitions? Des États-Unis. Avec qui barbecue est-il, n'est-ce pas, en contact? Avec la CIA, avec le FBI. Et aujourd'hui, qui est responsable de la sécurisation du territoire? Un certain Eric Prince, ancien membre du Navy Seals, trompien des premières heures, qui n'a pas hésité à dire que les États-Unis devraient recommencer à annexer tous les territoires de l'Amérique, n'est-ce pas? Tous les territoires de l'Amérique, parce que ce sont des pays qui n'arrivent pas à contrôler leurs propres ressources. Et je vous le dis, savez-vous pourquoi? Et ça, je vous le dis, je vous regarde dans les yeux pour vous le dire. Savez-vous qui s'oppose à la réouverture de l'aéroport international d'Haïti? Eric Prince. Il y stocke dans les locaux, il stocke dans les locaux de l'aéroport ses propres armes, ses propres, n'est-ce pas, équipements. Et je vais vous dire, tout à l'heure après la pause, pourquoi on a placé Eric Prince dans ce pays. Et vous verrez que, pour les États-Unis, Haïti sont une terre d'opportunité. Et pour que ce pays demeure une terre d'opportunité pour les Américains, il n'y a pas comme l'arme de la déstabilisation. Cette déstabilisation a commencé depuis 1806, année de l'assassinat de l'empereur, et ça se poursuit aujourd'hui encore. À tout à l'heure, les amis. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfilsaimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Quand on dit terre d'opportunité pour les États-Unis, mais bon Dieu, c'est ce qu'on appelle la diplomatie du dollar. Les États-Unis considèrent Haïti comme un marché pour couler leur riz. Bill Clinton n'arrête pas de verser des larmes de crocodile en disant « Il faudra qu'ils vivent tous les jours avec ce péché mortel qu'il a commis lorsqu'il a livré l'agriculture haïtienne aux mains des commerçants de l'Arkansas. On s'est arrangé pour détruire notre industrie du riz, notre riziculture au profit des commerçants américains. Mais avant ça, est-ce que vous vous souvenez d'une certaine peste porcine? Avant 81, 82 ou plutôt 79, je pense, là, fin des années 70.
Sur quoi reposait l'économie paysanne? Sur quoi reposait l'autarcie paysanne? Mais sur son cochon. Ce secteur-là, ce pan-là de notre économie échappait au contrôle américain. Tout à coup, on nous parle d'une peste porcine. Et pour protéger le cheptel porcin américain, il fallait détruire le cheptel porcin haïtien. Terre d'opportunité. Puisque le paysan n'a plus son cochon, puisque le paysan n'est plus, n'est-ce pas, en mesure de faire concurrence avec le riz américain, qu'est-ce qu'il y a? Bien, les États-Unis gagnent encore une fois la bataille. Haïti devient une plus grande terre d'opportunité encore. Désormais, nous sommes un marché à ciel ouvert pour toutes les saloperies américaines. Pour y arriver, déstabilisation, morcellement. Tenez. Jusque-là, après ce morcellement, Gaumont dans la Grande Anse, Rigaud dans le sud, Pétion dans l'ouest, Christophe dans le nord, qui a été résorbé par Boyer, dont la politique phare a été justement d'acheter l'indépendance qu'on a déjà conquise par le sang aux mains des Français. Tu parles d'un imbécile, hein? Ce qui a fini par handicaper notre indépendance économique, qui est la vraie indépendance après l'indépendance politique. Mais les Américains vont mettre le dernier clou à notre cercueil en détruisant notre économie paysanne basée sur le porc. Clinton va y ajouter une couche en détruisant notre culture du riz, en ouvrant nos frontières au riz de l'Arkansas. Et donc désormais, notre indépendance économique vis-à-vis des Américains, elle est complète. Nous n'exportons à peu près plus rien, nous importons tout, soit de la République dominicaine, qui est un satellite des États-Unis, ou soit des États-Unis. Et pour s'assurer qu'on ne s'en sort jamais, les États-Unis nous déstabilisent politiquement. 90, un président populiste est élu, qu'ils n'avaient pas vu venir. Eux, ils croyaient en Bazin. Coup d'État. Premier coup d'État, avant même que celui-là, avant même qu'Aristide ne prête serment. Deuxième coup d'État, le coup d'État de Cédras. Troisième coup d'État, deuxième mandat en 2004. Et là, les Américains, les Français et les Canadiens disent, on ne prendra plus jamais de chance. Le numéro 2 de l'OEA a dit, devant la presse, la plus grosse erreur que la communauté internationale a commise, c'était de laisser Haïti dirigé par des Haïtiens. Nous ne prendrons plus cette chance-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2004? La tortue, un appelé des Américains. Après la tortue, Préval, dont les Américains avaient le parfait contrôle, posait la question à Clinton. Cela explique un petit peu la mort de Préval qui a voulu, n'est-ce pas, regarder Clinton comme un noir regarde le soleil. Non, tout à coup, il disparaît. Après Préval, qu'est-ce qui se passe? Bang! Martelly. Et tout le monde sait que Martelly n'est pas un élu, il a été le choix de Clinton. Après Martelly, Jovenel. Jovenel, parce qu'il a voulu faire un bébé dans le dos aux Américains en se tournant vers le bloc de Shanghai. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Il est assassiné. Et depuis l'assassinat de Jovenel, première transition, Ariel Henry, 2 ans. Deuxième transition, CPT, 2 ans. Troisième transition, Didier Alix Fils-Aimé. Et je vous prédis que Alix ne nous conduira pas aux élections. Il va y avoir une 4e transition. 4e transition au terme de laquelle nous aurons des élections à la négraille. Des élections qui vont être marquées au coin, n'est-ce pas, d'irrégularité, travaillées au corps par les Américains. Donc on va avoir un président dont la légitimité sera combattue dès le premier jour parce que son élection ne sera pas crédible. Les Américains vont le soutenir officiellement, mais officieusement, ils vont soutenir, n'est-ce pas, les opposants. Et on va danser le tango ainsi. Entre-temps, ce pays demeure
une terre d'opportunités pour les Américains. Vous avez promis de vous dire pourquoi Éric Prince se trouve en Haïti et pourquoi il ferme notre aéroport. Je ne vous ferai plus languir. La CIA a procédé au cours de ces derniers mois, 1 an et demi, à une grosse saisie d'argent dans un pays des Amériques. Je n'en dirai pas plus. Et quand on dit une grosse somme d'argent, il faudrait presque mettre S dans argent là. C'est beaucoup d'argent. Et donc, puisqu'on a saisi cet argent-là, on ne peut pas le faire rentrer aux États-Unis pour s'assurer que cette somme échappe au contrôle du Congrès américain. Il faut garder l'argent là où il est et le faire transiter vers d'autres pays. Et devinez quelle est la plaque tournante pour faire transiter cette somme colossale d'argent à Haïti. Vous vous souvenez? Je vous avais dit qu'Haïti n'avait pas de radar. Haïti n'a toujours pas de radar. C'est le seul pays où des avions atterrissent et qu'on n'a pas de radar. Je vais vous faire un aveu. La fois où j'ai fait une émission en disant que Haïti n'a pas de radar, voici la preuve. Dès le lendemain, j'ai reçu un appel de la GRC. C'est la seule fois où j'ai eu affaire avec la GRC. La GRC est venue me rencontrer avec un extrait de ma vidéo en disant « Mais qu'est-ce qui vous informe de cela? Quelles sont vos sources, etc. » Eh bien bon, j'y vais d'une autre couche. La CIA a procédé ces derniers mois, n'est-ce pas, à une grosse saisie d'argent dans un pays d'Amérique. Mais là, on parle de beaucoup d'argent. On a besoin d'un pays où faire transiter cet argent vers d'autres zones. Mais Haïti, c'est le trou noir. Et pour s'assurer d'avoir le parfait contrôle de cela, on a amené le CPT, des imbéciles comme Fritz Jean, ancien gouverneur de banque, imaginez. Des imbéciles comme Edgar Leblanc, ancien sénateur, ancien président du Sénat. Des imbéciles comme, n'est-ce pas, comment il s'appelle? Gérald de Gilles, médecin de son état, ancien sénateur. Des imbéciles comme, n'est-ce pas, comment il s'appelle? Vertiller, ancien juge. Des imbéciles, mais des idiots qui ont accepté de confier la sécurité du pays à un néocolonialiste comme Éric Prince. Non seulement c'est lui qui sécurise le pays, mais il sécurise rien du tout. C'est lui qui est responsable du contrôle de nos douanes. Mais la véritable raison pour laquelle on vous impose Éric Prince, c'est pour permettre à la CIA, je vous le dis, de faire transiter cette somme colossale par Haïti vers d'autres pays qu'il cherche à déstabiliser. Si vous voulez comprendre, peuple haïtien, pourquoi notre aéroport demeure fermé, c'est pour permettre à Éric Prince d'accomplir cette sale besogne au nom de la CIA. Et quelqu'un de la CIA m'a dit, mais Jean, Haïti aujourd'hui est sous le contrôle de la CIA. Les armes des barbecues, les armes de tous ces bandits-là sont larguées par de petits avions de la CIA à des endroits précis en Haïti. Et là, les barbecues, les X, les Y vont récupérer des armes larguées par la CIA pour nous empêcher d'avoir le contrôle de notre territoire de manière à ce qu'Haïti demeure ce trou noir. Je vous l'ai déjà dit, quand vous êtes en Haïti, vous êtes au cœur du monde. Vous êtes à quelques heures en bateau de la Martinique, donc vous êtes en Europe, vous êtes dans une zone, vous êtes dans un territoire français d'outre-mer, donc vous êtes en France. Quelque chose qui passe par la douane à la Martinique ou en Guadeloupe ne repasse pas à la douane à Paris ou en France parce que c'est le même pays. Quand vous êtes en Haïti, vous êtes à quelques heures, n'est-ce pas, des Bahamas, vous êtes à quelques heures, n'est-ce pas, des Turks and Caicos, donc territoire anglais, donc vous êtes sur le territoire américain, sur le territoire européen. Donc vous comprenez pourquoi Haïti, c'est une terre d'opportunité pour les États-Unis. Ensuite, Haïti, géographiquement, est situé sur le passage du canal du vent. Tous les bateaux qui partent de l'est des États-Unis pour aller couler leurs marchandises en Asie en passant par le canal de Panama doivent passer nécessairement par le canal du vent où nous sommes situés. Donc vous comprenez que
Les États-Unis sont pour nous en réalité une menace. C'est nous qui sommes une opportunité pour les Américains. Ils font de nous un trou noir. Un pays avec bientôt 3 aéroports sans radar. Et je vous l'ai dit, lorsque le président Jovenel avait dépêché 2 hommes auprès du gouvernement canadien, auprès des autorités compétentes canadiennes, afin de doter Haïti de radar, les gens ont dit aux hommes de Jovenel, nous ne pouvons pas vous aider à avoir un radar. Pour quelle raison? Parce que les Américains ne veulent pas. Et lorsque j'ai publié cette information, les gens de la GRC sont venus me voir, mais comment savez-vous tout ça? Parle encore, tu m'intéresses, pas vrai? Comment se sortir de ce pétrin? Comment se sortir de ce chaos? De ce chaos merdique? Tu as pas raison. Haïti, c'est un pays de merde, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que cette merde-là, elle est amenée par les États-Unis. Cette merde-là, elle est entretenue par les États-Unis. Cette merde-là, au sens propre comme au sens figuré, hein, vous vous souvenez que les États-Unis ont déjà déversé leurs déchets toxiques où? Dans la mer des Gonaïves, provoquant une maladie des yeux pour tous les Haïtiens. Ils ont jeté leurs déchets toxiques dans nos eaux territoriales souveraines. Et là, on est fâché que Trump nous dise que nous sommes un pays de merde, mais nous sommes un pays de merde, mais il faut ajouter merde, entretenue, déposée, voulue par les Américains. Comment s'en sortir? Un mot, simple, simple. Nous avons une grande communauté d'Haïtiens aux États-Unis, des gens formés, des gens qui ont de l'argent, des gens qui sont bien établis. Mais ils ne nous ont utiles à rien. Savez-vous pourquoi? Pas plus que la diaspora haïtienne au Canada n'est utile à rien. Parce que nous n'apprenons pas des autres. C'est grâce à la diaspora juive que l'État hébreu est un État fort. Pourquoi? Parce que les Juifs des États-Unis se sont imposés, du point de vue de leur organisation, à la politique américaine. Ça n'a pas toujours été ainsi. Hein? Ça n'a pas toujours été ainsi. Je ne suis pas historien pour rien. Lorsque la France et l'Angleterre se sont entendus avec l'armée israélienne pour lancer une guerre en Égypte, pour contrôler le fameux canal, eh bien, les Américains ont pris leur téléphone et ils ont dit aux Français, retirez-vous de là. Retirez-vous de là, merde. Les Américains ont pris leur téléphone, je pense que c'était sous Reagan, mais on a dit aux Anglais, retirez-vous de là. Et Reagan a menacé l'État d'Israël. Mais pourquoi un président américain, depuis cette époque-là, ne peut plus se permettre de s'opposer à une politique juive, même si c'est une politique nazie, même si c'est une politique qui va à l'encontre du droit international? Ça, c'est à cause de la force organisationnelle, ça, c'est à cause de la force institutionnelle de la diaspora juive. Je cherchais le mot, c'est le canal de Suez, pas vrai? Lorsque la France a réalisé qu'elle perdait le contrôle du canal de Suez, lorsque l'Angleterre surtout a réalisé qu'elle perdait le contrôle du canal de Suez, n'est-ce pas? Ils ont déclenché une guerre contre l'Égypte en se servant d'Israël. Les Américains ont dit aux Juifs, retirez-vous de là, merde. Les Américains ont dit aux Français, mais retirez-vous de là, bordel de merde. Mais aujourd'hui, un président américain ne peut plus se permettre de faire ça. Pourquoi? Parce que la politique américaine, elle est vassalisée à Israël. Grâce à qui? Grâce à la diaspora juive qui est institutionnellement forte, qui est organisationnellement forte. La diaspora haïtienne n'a aucune institution. C'est à l'image d'Haïti. Hein?
La diaspora haïtienne, qu'elle soit au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, on s'en fout, la diaspora haïtienne ne détient aucune organisation représentative qui soit juridiquement forte pour faire plier la politique des États-Unis ou de la France ou du Canada vis-à-vis d'Haïti. On réussit chacun à sa façon. Je réussis personnellement, vous réussissez personnellement, mais quand vient le temps de nous mettre ensemble pour mettre sur pied une organisation qui va nous représenter et qui va talonner ces malveillants jusqu'à la cour, mais là, chacun règle ses petites affaires. Il y avait quelques imbéciles qui ont osé me dire « Ah, mais vous êtes assis sur le dos du bœuf et vous en dites du mal, imbécile. » Non, je ne suis pas assis sur le dos du Canada, c'est plutôt le Canada qui est assis sur mon dos. Je suis arrivé ici après la fin de mes études secondaires. Mes études universitaires sont faites ici et elles n'étaient pas mal du tout. Je paye mes taxes et les impôts. Mes enfants sont nés ici, tous universitaires, des professionnels. Mais putain, c'est moi qui rapporte au Canada, c'est pas le contraire. Le Canada s'est forgé grâce à nos cerveaux à tous et en particulier au cerveau des Haïtiens. Donc si Carnet l'oubliait, mais je le lui rappellerai comme historien. Lorsque Trump veut vous faire croire que c'est lui qui représente une opportunité pour vous, il faut lui dire à cet imbécile que c'est plutôt Haïti qui est une opportunité pour les Américains. Alors comment changer ça? Pour qu'Haïti s'en sorte, sa diaspora doit être forte. Tenez, ça rime là. Pour une fois, je suis poète. Pour qu'Haïti s'en sorte, il faut que sa diaspora soit forte. C'est pas les petits politiciens véreux, affamés, blancomanes, blancolâtres. Regardez-les là, ils font tous leur petit tour. Des imbéciles. Ils étaient tous hier à l'ambassade américaine en train de manger du foie gras. Il faut les voir, hein. Donc ce ne sont pas les politiciens affamés, appauvris, haïtiens qui vont nous sortir de cela. C'est la diaspora haïtienne. Si elle devient forte, si elle s'organise, si elle s'institutionnalise, si elle s'inspire de l'exemple juif. Je n'aime pas l'État hébreu, mais il faut leur donner ça. Les Juifs de la diaspora sont organisationnellement forts, ils sont institutionnellement forts, ils réussissent à vassaliser les États-Unis d'Amérique. La grande puissance, ce ne sont pas les États-Unis, c'est Israël aujourd'hui. Comment on s'en sort? Organisons-nous. Regardez cette gifle que Trump nous a infligée, que la Cour suprême a avalisée, à savoir les 300 000 Haïtiens qui sont au pays pour beaucoup depuis 2010 sont déportables. C'est une gifle qu'on ne saurait infliger aux Juifs. Savez-vous pourquoi? Oublions ces 300 000 qui sont pour beaucoup d'entre eux des gagnes petits. Parce que nous, les élites intellectuelles, les élites économiques, nous qui sommes établis en terre étrangère depuis longtemps, c'est mon cas, je le dis à ma honte, nous ne sommes pas organisés, nous ne sommes pas institutionnalisés. Et franchement, nos diasporas ne défendent pas les intérêts d'Haïti. Je vous regarde pour vous le dire. Nos diasporas ne défendent pas les intérêts d'Haïti. Aussi longtemps qu'on est intéressé à élire un petit député et à dire « Ah, il est le premier député noir », je m'en fous. Aussi longtemps qu'on est intéressé qu'à élire un premier, je ne sais pas moi, congressman ou congresswoman, ce n'est pas mauvais en soi. Mais j'ai déjà eu une Michaël Jean, gouverneur du Canada. Qu'est-ce que Michaël Jean a fait de sérieux pour Haïti? Rien. Au contraire, Michaël Jean, lorsqu'on s'opposait à la fausse élection de Michel Martelly en disant que Martelly, son élection est inconstitutionnelle parce que, un, son élection est frauduleuse, mais de deux, il détient le passeport américain, eh bien, on a dépêché Michaël Jean en Haïti nous raconter des salades. Et donc, j'aime à dire que nos élites amènent les intérêts des Blancs dans nos communautés, mais n'amènent pas nos communautés dans les sphères de pouvoir des Blancs. C'est dommage. Donc, quand le Nouvelliste nous dit que les États-Unis sont un pays
le pays ami omniprésent d'Haïti. C'est un article dont le titre est « Commandité par les intérêts de l'ambassade ». C'est un article dont le titre est commandité par des petits désirs mesquins d'avoir des bourses, d'entretenir un visa, etc. Les élites de ce pays ont les mains liées, que ce soit les élites économiques, que ce soit les élites politiques, les élites intellectuelles, n'en parlons pas. Elles ont les mains liées par le petit visa américain, parce que l'ambassadeur n'a qu'à menacer de couper le visa, de le supprimer, pour que tout le monde se mette à lui lécher le cul. Quant aux diverses diasporas haïtiennes, elles ne sont ni organisées, ni institutionnalisées, en sorte que nous ne sommes pas utiles aux intérêts de notre pays d'origine. Si le travail doit se faire, c'est là qu'il doit commencer. Le travail doit commencer dans la diaspora. Nous organiser, nous institutionnaliser et talonner ces pays d'accueil pour infléchir leur politique étrangère en faveur de notre pays d'origine, comme les Juifs l'ont fait. Nous n'avons rien à envier aux Juifs, aussi intelligents qu'eux, aussi préparés qu'eux, aussi détenteurs de biens qu'eux. Je lisais dans les colonnes de ce magazine américain là, la très belle histoire de cet Haïtien qui est à la tête d'une entreprise biotech milliardaire, multimilliardaire, le magazine Forbes. Mais combien de ces milliardaires haïtiens, combien de ces millionnaires haïtiens vont se mettre ensemble pour infléchir la politique américaine en faveur d'Haïti? Combien de ces millionnaires haïtiens vivant au Canada, combien de ces professionnels haïtiens vivant au Canada vont se mettre ensemble pour infléchir la politique du Canada en faveur d'Haïti? Personne. Chacun est intéressé à avoir son petit prix, sa petite médaille, son nom, à recevoir, n'est-ce pas, le titre, je ne sais pas moi, de chevalier de l'ordre 2. Autant de titres ronflants qui ne servent à rien en ce qui a trait à l'évolution de notre pays. C'est là où il nous faut commencer. Si Haïti est là où elle est, il ne faut pas seulement condamner les Américains, ce qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement condamner le Canada, ce qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement condamner la France, ce qu'il faut faire. Mais il faut aussi surtout condamner les élites de la diaspora, qui, elles, ont accès aux sphères du pouvoir véritable, et qui, si elles se mettaient ensemble, pourraient infléchir la politique malveillante des Américains, la politique malveillante de la France, la politique malveillante du Canada vis-à-vis d'Haïti. Quand on voit Haïti, la diaspora devrait dire « mea culpa, mea maxima culpa ». Merci de votre attention, les amis. J'espère vous avoir été utile. Bonne semaine. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti. Au revoir.